Comme le dit si bien Charles Aznavour, le temps qui vient jamais ne s'arrête, et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le temps, ça se gagne, ça se perd, ça s'achète, ça paraît trop court ou trop long, ça se fiche parfois, et surtout, ça se mesure. En secondes, dans le système international. Partons donc aujourd'hui à la découverte d'instruments de quantification de la durée dont certains nous sont encore familiers, mais dont d'autres sont déjà oubliés. Dans la famille La nature a tout prévu, je voudrais les étoiles et le cadran solaire. Il y a fort longtemps, l'homme se contentait de dormir la nuit et de travailler le jour, vivant tranquillement au rythme des saisons. Mais le manque de précision et de régularité du cycle circadien a rapidement encouragé les hommes à développer des techniques de mesure du temps. Ainsi, il y a de cela une quarantaine de siècles, les Égyptiens se sont mis à diviser la nuit en 36 décans, rien que ça, en se basant sur le mouvement des étoiles, histoire de faciliter les obligations religieuses du pharaon. Ce système complexe et pas si précis a été simplifié et réduit à 12 périodes il y a 4000 ans, au moment même où les Mésopotamiens se sont mis à développer des cadrans solaires pour diviser le temps durant la journée, sur une base 60 que nous utilisons toujours aujourd'hui. Pourquoi le chiffre 60 ? Tout simplement parce qu'il a de nombreux diviseurs entiers, ce qui facilite les calculs astronomiques. Alors, un cadran solaire, comment ça marche ? Vous prenez un socle que vous graduez, vous ajoutez un style et vous orientez correctement le tout pour que l'ombre de la tige vous indique la bonne heure au bon moment. La durée de chaque heure n'est ni égale ni fixe, car dépendante de l'ensoleillement qui change à chaque saison. La différence est minime en Égypte, mais assez nette en Europe. Et si un jour quelqu'un vous demande « Pourquoi y a-t-il 24 heures dans une journée ?» Vous pourrez répondre « C'est à cause de la division nocturne des Égyptiens ». Dans la famille La gravité, c'est bien pratique, je voudrais la clepsydre et le sablier. Dans une quête constante de précision, les Égyptiens, encore eux, ont inventé la clepsydre, dont le nom signifie voleuse d'eau, un vase gradué rempli d'eau, équipé d'un flotteur et percé d'un petit trou. La baisse du niveau de l'eau marquait le temps écoulé. Le sablier, apparu au XIe siècle, fonctionne un peu sur le même principe. Des grains de sable tombent d'une partie de l'objet à une autre, et la vidange complète d'un compartiment prend toujours le même temps. L'avantage du sablier est qu'il peut être utilisé indéfiniment, alors que la clepsydre doit être remplie régulièrement et qu'il est opérationnel dans des conditions un peu difficiles, comme sur un bateau, où les marins s'en servirent pendant de nombreuses années. Le problème de ces deux instruments est qu'ils indiquent une durée plutôt qu'une heure et qu'ils ne sont pas précis dans le temps. Dans la famille « Ce soir on vous met le feu », je voudrais la chandelle horaire, l'horloge à huile et le bateau dragon. Inventée en 870 par Alfred le Grand, la chandelle horaire était une bougie graduée qui indiquait le temps en se consumant, tout en éclairant la pièce, ce qui était bien pratique, mais elle était logiquement à usage unique. Le niveau de combustible restant indiquait le temps écoulé dans l'horloge à huile sur laquelle je ne vais pas m'éterniser. Le bateau dragon était quant à lui une maquette en forme de coque de navire dans laquelle on plaçait des bâtons d'encens dont la combustion provoquait le déclenchement d'une sonnerie à intervalles réguliers. Dans la famille La mécanique c'est fantastique, je voudrais l'horloge et la pendule. Le XIVe siècle voit naître l'horlogerie, où un système d'engrenage entraîné par des poids permet de faire sonner des cloches à intervalles réguliers. Les premières horloges ne sont pas équipées de cadran, et par la suite, lorsque ces derniers sont ajoutés, ils ne comportent qu'une seule aiguille qui indique uniquement les heures. Ces horloges primitives manquent encore de précision car la chute des poids est difficile à contrôler, et elles rouillent car elles sont la plupart du temps faites en fer. La pendule apparaît quant à elle en 1657 grâce à l'ingéniosité de Christian Huygens et au talent de Salomon Coster. En utilisant un mouvement oscillant plutôt que de simples poids, on obtient un résultat plus précis et plus facilement réglable. Mais toujours difficile à transporter, ce qui n'arrange pas nos amis les marins, encore eux, qui ont tendance à se perdre en mer faute de mesurer correctement le temps. Le premier chronomètre marin sera mis au point par John Harrison en 1737, suite à un concours lancé par la Grande-Bretagne et l'Espagne. La pendule devient un must et entre dans les intérieurs cossus au XVIIIe siècle comme signe extérieur de richesse. Dans la famille Les temps modernes, je voudrais la montre à quartz et l'horloge atomique. Créée en 1933, mais ayant à l'époque la taille d'une petite armoire, la montre à quartz se miniaturise et détrône les montres mécaniques dans les années 70 en raison de sa plus grande précision et de sa facilité d'utilisation. Plus besoin de remonter un ressort chaque matin, une pile se charge de fournir l'énergie nécessaire. Mais le quartz n'est pas assez précis pour les exigences des nouvelles technologies et notamment de la conquête spatiale, c'est pourquoi les horloges atomiques sont développées à partir de 1947. Et on les trouve aujourd'hui dans tous les satellites. Au milieu de tout ce bazar, de toutes ces options, il est un instrument de mesure du temps si complexe que, mis à part son inventeur et Confucius, personne n'a jamais été capable de le faire fonctionner correctement. Qu'était donc cet objet étrange et qui était son créateur ? Né en 960 à Haizu, en Chine, Xu Hu est un homme d'État et un artiste qui a travaillé de nombreuses années sous les ordres des empereurs Yuanzong et Li Yu. Issu d'une noble famille chinoise et d'une loyauté à toute épreuve, Xu Hu occupe au cours de sa vie les postes de ministre, de chancelier et de tuteur royal. Il supervise également la construction d'un palais et se fait remarquer dans le domaine des arts lorsqu'il ne voyage pas avec la famille royale. En récupérant des morceaux de tout et de rien, Xu Hu met au point un appareil de mesure du temps qui consiste en une sorte de pot qui, vide et penché, à moitié plein et droit et plein, se renverse. Xu Hu est l'inventeur du Yiki.
Et si ça ne vous dit rien, c'est tout à fait normal, étant donné que la manière d'utiliser un Yiki est encore un mystère de nos jours. À la mort de Xiu, un observateur de l'époque fit remarquer que son décès aurait pu être provoqué par des philosophes, pour éliminer un de leurs contradicteurs. Mais pourquoi soupçonner ce brave Confucius alors qu'il est la seule personne à avoir fait entrer le Yiki dans l'histoire en l'utilisant dans une de ses démonstrations? Par une belle journée, Confucius et ses disciples se promenaient dans le temple de Dieu Yuan. Avisant un Yiki sur le sol, Confucius s'en servit pour illustrer sa leçon du jour, dont la conclusion était que l'abondance ne dure pas. La preuve étant que le Yiki se renverse quand il est plein. Plus récemment, Xu Hu a fait une apparition dans un recueil de légendes, de livres des fantômes et des vivants, et dans un film historique, Wen Junneng ou Jiduo Shu, qui peut se traduire par « Quelle est l'importance de ton chagrin ?» La question de la mesure du temps est cruciale car elle permet d'organiser la vie familiale, sociale et économique. Une heure précise, du genre une seconde de différence en 1 million d'années, est primordiale pour des systèmes comme le GPS. Et si vous avez besoin de connaître l'heure exacte, oubliez l'horloge parlante et appelez donc le service international de la rotation de la Terre. Comme cette vidéo dépasse très largement les 8 secondes d'attention dont sont capables un être humain, je vous dis à dans 172 800 unités de temps pour une nouvelle vidéo.